Bienvenue à ce DVD sur les attaques au sol. Je m'appelle Jim Wagner. Certains d'entre vous me connaîtront déjà du fait de mes précédents DVD avec Budo International. Je pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans. J'ai été gardien de prison, soldat à l'armée des États-Unis, officier de police, garde du corps de diplomate. J'ai appartenu au groupe antiterroriste de l'US Marshals après le 11 septembre. J'ai fait partie du département du shérif. Je suis actuellement, de nouveau à l'armée des États-Unis, en tant que sergent commandant l'une des unités, et je suis l'un des instructeurs de combat du personnel militaire. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les attaques au sol. Ce ne sera pas le typique DVD de combat au sol, comme ceux que vous pouvez avoir vus en jiu-jitsu brésilien, lutte gréco-romaine ou à l'UFC. Ce que nous allons voir, ce sont des tactiques de combat de rue et d'autres choses qui, j'espère, vous aideront à sauver la vie. Et bien sûr, tout cela fait partie de mon système de protection personnelle reality-based. Il y a là différents niveaux, et tout est facile à apprendre, et vous n'aurez aucun problème à imiter ou copier ces techniques pour les adapter à vos caractéristiques. Nous allons le voir. Nous appelons cette technique « coup à la tête ». C'est une technique que j'ai inventée quand j'étais gardien de prison et qu'un prisonnier essaya de me tuer avec un bout de métal. Il utilisa un objet de son environnement pour m'attaquer. C'était en 1989. Ce fut une leçon que je n'oublierai jamais. Je fais donc pour ça beaucoup d'entraînement de combat au sol, mais j'utilise également mon environnement. Ici, nous avons un mur solide, et notre mur solide ici est un coin. Pete, que nous connaîtrons plus tard, se trouve ici. C'est le directeur du système de protection personnelle reality-based au Royaume-Uni. Ici, nous avons Nicolas, qui est l'un de mes instructeurs de niveau 2 en Belgique. Pete est dans une situation de désavantage. Personne ne veut être dans cette position dans un combat au sol. C'est ce que nous appelons des micro-scènes. C'est un moment d'une situation. Il est dans cette situation pour une raison quelconque et il va essayer de profiter de son avantage. Quand je dirai « en avant », Nicolas essaiera de frapper la tête de Pete contre ce mur, ou contre celui-ci, ou contre le sol. Et lui, bien sûr, ne doit pas se laisser faire. Il doit essayer de se retourner et de frapper Nicolas. Ils sont dans une situation dangereuse. C'est pour ça qu'ils portent un casque, même si nous allons le faire doucement. Il y a évidemment des casques qui peuvent mieux vous protéger. Nous pouvons faire ces exercices avec des casques de moto, par exemple. Mais le plus important, c'est qu'il vous faut une protection. Vous devez commencer doucement et vous devez le faire avec un instructeur pour que celui veille à parer l'action quand l'exercice devient dangereux. Bien, nous allons voir comment ça fonctionne. En avant. Ça va arrêter, très bien. C'est exactement comme ça qu'on fait. Et ce n'est pas chorégraphié. Ils ne savent pas à l'avance les techniques qu'ils vont utiliser. Et je ne le sais pas non plus. Simplement, ils essaient de frapper la tête de l'autre contre le mur. Nous allons maintenant voir diverses situations de désavantage. Maintenant, tu vas être assis contre le mur et tu vas être en face de lui avec un genou par terre. Nicolas se trouve ici dans une position de désavantage. Ils peuvent être dans un bar et il essaie de lui écraser la tête contre le mur. Ça peut être une attaque dans les toilettes des hommes. On ne sait jamais. Nous allons voir cette micro-scène. Ils vont essayer de frapper la tête de l'autre contre le mur. Mais ils vont le faire doucement. Ce ne sera qu'un petit coup contre le mur. Quand vous recevez un coup à la tête, même avec un casque, votre cerveau reçoit l'impression qu'il peut s'agir de quelque chose de grave. Il vaut donc mieux que ce soit seulement un petit coup. Prêt? En avant. Ça va. Arrêtez et levez-vous.
Bien, le but de ceci, c'est de profiter de l'environnement. J'essaie de faire sortir mes élèves de l'école d'arts martiaux pour qu'ils pratiquent des situations en d'autres endroits, dans d'autres ambiances. Bien sûr, en faisant ça, vous devez porter des genouillères et des coudières, parce que ce sera plus sûr si vous tombez. Il vaut mieux travailler dans un environnement réel, parce qu'il apporte plus de choses, plus d'éléments, de choses à voir, des sons, etc. Voilà pour le coup de tête. Faites-le doucement, mais essayez de le faire de manière réaliste. Au sol se trouve Christophe Bess, le directeur de mon système en France et dans certains pays de langue française. Il est dans une position comme si on l'avait mis KO, comme si quelqu'un l'avait mis KO dans un combat de bar. Ces deux adversaires vont maintenant venir. Pete et Nicolas vont venir. Et ils vont se placer près de lui. C'est une situation typique dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Cet exercice s'appelle écrasement de tête. En tant qu'officier de police, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû sauver quelqu'un à qui on donnait des coups de pied au sol. J'ai également vu ça dans des films, mais cette situation se produit dans la réalité. C'est quelque chose qu'on peut faire dans n'importe quelle école d'arts martiaux ou que vous pouvez faire pour votre compte. Vous avez juste besoin des protections adéquates et de deux instructeurs qui sachent ce qu'ils doivent faire. Quand je dirai en avant, ils vont essayer de donner des coups de pied, de l'écraser du pied et de faire toutes ces choses que font les voyous. Ils vont le faire doucement. Ils le frapperont surtout dans les côtes. Et il doit essayer de se protéger pendant quelques secondes pour qu'il sache comment c'est. Après quelques secondes, je lui dirai « Lève-toi » pour qu'il essaie de se lever et d'échapper. Christophe est quelqu'un de bien entraîné. Mais il va maintenant jouer le rôle de la personne typique qui ne sait pas très bien comment se défendre dans ce type de situation. En définitive, il va faire la victime. Prêt? En avant. Bien, arrêtez. Prends de nouveau la position. Bien, ça a l'air brutal et ça l'est dans la réalité. Certains d'entre vous penseront que dans cette situation, on peut faire l'une ou l'autre technique, qu'on peut essayer de bloquer d'une certaine manière ou essayer de saisir la jambe. Essayez-le. Essayez de le faire avec des gens qui ne vont pas coopérer, qui vont essayer de vous faire mal, et vous verrez que ça ne fonctionne pas. Nous allons faire ce qui fonctionne. Maintenant, quand je dis en avant, il ne va pas rester en position fœtale. Il va se protéger et bouger rapidement pour sortir de cette situation. Vous ne pouvez pas rester immobile. Si vous bougez, il sera plus difficile pour eux de vous atteindre. Évidemment, il est plus difficile de frapper quelqu'un qui bouge. Nous allons voir comment ça fonctionne. Prêt? En avant. Bien, arrêtez. C'est beaucoup mieux. Il entraîne des milliers de personnes à le faire chaque année. Quand nous faisons cet exercice pour la première fois, je ne leur donne pas d'instructions. Beaucoup de gens essaient de se protéger et rien de plus. D'autres essaient de faire des blocages et des saisies. Mais il s'agit de se défendre de deux types qui vous frappent du pied quand vous êtes par terre. Ça, c'est très difficile. Il n'y a pas de technique magique. Il faut se protéger et bouger pour échapper. C'est la seule chose qui peut vous sauver la vie. Nous allons voir une autre situation. Pete va essayer de se défendre. Le sol, c'est le tatami, pour se protéger des chutes et des coups. Ils portent tous les deux des lunettes et Christophe a un couteau en caoutchouc. Quand je dirai en avant, ils vont faire l'exercice le plus vite possible et à la plus grande puissance. Christophe va attaquer avec le couteau.
et nous allons voir le premier niveau de défense qui est de bloquer les attaques. Prêt? En avant. Ça va, arrêtez. Revenez à la position initiale. C'est presque impossible. Vous pouvez voir que c'est la pire position du monde. Ceux qui ont fait des cours de combat au couteau et ont suivi mes cours de combat au couteau le sauront. La situation est très difficile. Vos mouvements sont très limités. Il est très difficile de se défendre de quelqu'un qui vous envoie des coups de couteau dans cette position. Nous avons déjà vu dans mes précédents DVD de combat au couteau des exercices pour échapper à cette situation. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est saisir sa main quand il vous envoie un coup de couteau. Il n'y a pas de manière magique de saisir. Vous devez seulement saisir son bras le mieux possible, le serrer contre la poitrine, tourner et vous enfuir. Ce n'est pas facile du tout, mais c'est la solution. Prêt? En avant. Allons, échappe-toi. C'est ça. Pete n'a pas essayé de combattre seul, parce que c'est impossible. Il faut tourner et échapper. À moins que vous ne soyez dans un endroit comme un ascenseur, la distance est votre ami quand on vous attaque avec un couteau. Nous allons voir une attaque au sol. Christophe est maintenant par terre. Il sera notre victime. J'ai un pistolet en caoutchouc dans la main. Nous allons nous battre avec une arme en main. Pourquoi la victime a-t-elle une arme? Peut-être a-t-elle pris l'arme de l'agresseur. Peut-être nous sommes aux États-Unis, où avoir une arme pour se défendre est légal. Et il l'a attaqué de nuit et a sauté sur lui pour lui ôter son pistolet. Peu importe pourquoi il a un pistolet. Le fait est que c'est la victime et qu'il a un pistolet. Quand vous pratiquez avec des armes en caoutchouc, ne mettez jamais le doigt dans la zone de la détente, parce qu'en plein combat, vous pourriez vous casser le doigt. Vous devez saisir l'arme comme ça et simuler l'action. Et, si vous avez peur de vous casser un doigt, enlevez cette partie complètement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ponté pour apprendre cette technique. Je vais lui donner l'arme et il va la saisir avec les deux mains. Et l'agresseur saisira également l'arme à deux mains pour essayer de la lui ôter. Quand je dirai en avant, lui essaiera de lui tirer dessus et l'autre essaiera d'ôter l'arme à la victime pour faire la même chose. Ils doivent faire l'exercice. Ils n'ont pas pratiqué pour faire cet exercice. Ils ne savent pas quelle technique ils vont utiliser. Ils vont le faire spontanément, pourrait-on dire. C'est de ça que traite mon système de protection personnelle basé sur la réalité. Bien les gars, vous êtes prêts? En avant. Okay, good. Nous allons revenir à la position initiale. Saisis l'arme ici. Il commence à lutter. Peu importe de quel côté se trouve l'agresseur. Dans ce cas, ça ne fait pas de différence. Il peut choisir l'endroit de manière aléatoire. Christophe a fait ce qu'il fallait. Quand il luttait, il a mis son genou entre lui et l'attaquant. Une fois qu'il eut mis son genou là, il a commencé à pousser avec ses pieds. Après l'avoir repoussé, il peut lui tirer dessus. C'est comme ça qu'il faut le faire. Vous ne devez jamais tourner le dos à l'agresseur. Ne vous placez jamais sur le pistolet. Vous devez toujours avoir un genou entre vous et l'agresseur. Et ensuite, vous battre avec vos pieds. Ce ne sera pas facile. Vous aurez un peu de mal. Mais c'est ce que vous devez faire dans ce type d'attaque.
Nous allons voir maintenant la même situation, sauf que l'attaquant se trouve entre mes jambes. Ce que je dois faire, c'est placer mes genoux sur ses côtes, le pousser et ensuite le frapper au visage. S'il se couche sur moi, la situation se compliquera. Mais pour sauver cette situation, le truc, c'est de lâcher ma main avec le pistolet, lever les hanches et diriger le pistolet à son entrejambe pour appuyer sur la détente. C'est comme ça qu'on fait. Il saisit alors mon arme, je libère ma main, je lève mes hanches. Je place le pistolet en dessous et je tire. Évidemment, il ne faut pas que l'arme touche votre arrière-train. Une autre possibilité, si nous luttons, que je parviens à libérer l'arme et qu'il tombe sur moi, je ne pourrais alors pas faire ceci. Ce ne serait pas facile. Pas de problème. Dès qu'il tombe sur moi, je lève l'arme et je le frappe avec elle à la tête. L'arrière de la tête sera très difficile à contrôler avec le marteau de l'arme. C'est comme ça. Je libère l'arme, elle tombe, et je le frappe avec l'arme sur la tête. Et ensuite, je pourrai lui tirer dessus. Nous allons maintenant nous mettre dans la position de combat au sol. Ça peut arriver souvent, et il faut savoir utiliser nos armes. Christophe est droitier, et il a un stylo dans la poche droite. Il sort son stylo. C'est ce qu'il a pour se protéger. Mais nous allons d'abord voir la défense dans cette position à main nue. Vous pouvez sortir une arme quand vous êtes dans cette situation. Vous auriez peut-être un problème légal, mais nous parlerons de ça plus tard. Si l'attaquant est ici, vous pouvez mettre votre jambe comme ça, levée et pliée, prête à frapper, comme dans ce cas. Observez comment sa jambe est pliée. Si votre attaquant avance, vous le frapperez sur le genou pour le lui rompre. C'est un coup simple. Ce n'est pas une technique voyante. Quel est le meilleur endroit pour frapper? Il n'est pas nécessaire de le frapper à l'entrejambe. Il n'est pas nécessaire de frapper son estomac. Si vous parvenez à rompre le genou de l'adversaire, il ne vous attaquera plus. Que se passe-t-il si l'attaquant commence à se déplacer en cercle? Il tourne. Déplacez-vous en tournant autour de lui. Christophe est en train de faire quelque chose qui s'appelle un suivi. Il pivote sur sa hanche pour suivre le mouvement de son attaquant. Parce que vous ne devez pas permettre qu'il se place derrière vous et qu'il vous frappe par derrière. Si l'attaquant court rapidement autour de vous, il y a une technique qui s'appelle flip-flop. En avant. Arrêtez. Ce mouvement de rotation est rapide. Vous pouvez essayer de saisir une arme. Mais le plus important, c'est d'avoir votre attaquant toujours en face et pas derrière. Que se passe-t-il si l'attaquant décide de faire ce qu'on appelle un saut suicide et saute sur vous? Vous n'avez pas le choix. Il faut se mettre sur le dos et le pousser avec les jambes. C'est ça. Il revient alors à la position. Il se lève et s'enfuit. C'est la position élémentaire du combat au sol. Ses bras ne sont là que pour bloquer. L'attaquant est trop loin pour le frapper. Il ne le fera qu'en dernier recours. C'est la position élémentaire pour se battre au sol. Continuons. Voici une variante de la position élémentaire du combat au sol. Cette fois, Christophe se trouve sur le dos et pas de côté comme avant. Si l'agresseur attaque avec une arme, nous devons utiliser les jambes pour nous défendre. Vous verrez maintenant pourquoi. Ça va, arrêtez. S'il utilise seulement un pied, place-toi comme ça, l'attaquant pourra le bloquer et s'approcher pour le tuer. Mais s'il utilise les deux pieds, il sera très difficile pour l'attaquant de l'approcher. Mais si l'attaquant est désarmé, vous pouvez vous mettre de côté. Mais s'il a une arme, il vaut mieux se mettre sur le dos et bouger les deux pieds. Que se passe-t-il si l'attaquant commence à se mouvoir en faisant des cercles? Christophe va vous montrer comment il suit le mouvement de l'attaquant. Arrêtez.
Vous devez utiliser vos mains. Vous devez tourner sur votre derrière. Vous devez suivre cette personne. Si vous restez sur le côté, il peut s'approcher et vous tuer. Il faut donc pratiquer ceci. Ça prend un peu de temps. Il n'utilise aucune technique spéciale. Simplement, il s'accroche de Christophe pour le tuer. Ne devenez pas fou en essayant de faire une technique pour le désarmer ou de faire un blocage en ciseaux ou une saisie. L'adversaire attaque comme dans une situation réelle et la victime défend sa vie. Que faut-il donc faire? Il doit continuer de donner des coups de pied bas au genou et essayer d'éviter le couteau. C'est tout. On ne peut pas faire beaucoup plus. Bien. Si vous parvenez à lui rompre le genou d'un coup de pied, ce que vous devez faire, c'est en profiter pour vous lever et vous enfuir, parce que vous en avez l'occasion. Nous allons voir maintenant comment se lever quand vous êtes par terre. Nous allons maintenant voir comment nous relever. Il y a deux manières. La première, c'est pour les gens qui possèdent un équipement lourd. Imaginez que j'appartiens à un groupe de l'armée qui se trouve en Irak ou en Afghanistan et que j'ai cet équipement, un gilet avec mon arme et quelques chargeurs. Me relever ne va pas être facile. Il peut aussi s'agir d'une femme enceinte ou de quelqu'un de très gros. Vous devez vous relever, mais en toute sécurité, sans retomber. Quand vous avez cassé son genou et que vous voyez qu'il est blessé ou qu'il tombe, vous devez profiter de l'occasion. Mettez un pied par terre, levez le tronc, vous devez continuer de vous protéger. Placez le genou qui supporte le poids en dessous de vous. Et maintenant, mon poids est chargé sur mon genou et je continue de me protéger. Je n'ai rien plus d'autre à faire que de me mettre debout. Et faites alors ce que vous devez faire. Vous battre, sortir l'arme, ce que vous devez faire. C'est la manière de se relever avec du poids. Nous allons voir ceci dans une situation pour que vous voyez bien comment on fait. Dans la première situation, nous avons vu quelque chose qui peut arriver à beaucoup de civils. Ils se battent et on les jette par terre et ils doivent se défendre. Et parfois, ils doivent se défendre de quelqu'un qui est armé. Mais si vous êtes en train de mener une opération et que vous faites partie des forces de paix, par exemple, c'est une situation que vous pouvez affronter. Si, par exemple, vous êtes officier de police, on peut vous renverser et vous allez devoir vous relever avec votre arme sur vous. Nous allons donc voir la même scène, mais en utilisant une arme à feu. Je vais maintenant utiliser le pistolet à air comprimé. Et bien sûr, dans une simulation, tout le monde doit porter une protection oculaire ou même un masque protecteur. Nous allons voir l'exercice. Nous allons maintenant nous relever, mais sans équipement lourd. Je porte une tenue de ville. Je n'aurai donc pas de problème pour me relever. Tout comme avant, une fois que vous avez cassé la cheville de l'attaquant et que vous voyez qu'il est blessé ou qu'il tombe, mettez le pied par terre, redressez-vous et protégez-vous. Maintenant, au lieu de mettre le genou par terre, je vais le placer en dessous de moi. Cela m'éloignera de l'agresseur. Je mets donc le genou en arrière et ça y est, je suis debout. Bien sûr, vous devez pratiquer ceci pour le faire de mieux en mieux et vous pourrez vous relever en moins d'une demi-seconde. Pete est maintenant par terre. Il est en position de combat au sol, mais il finira probablement sur le dos pour échapper au couteau. Ça dépend de lui. Nicolas est l'attaquant. Il peut faire ce qu'il veut.
Il peut donner des coups de pied, des coups de poing, sauter sur lui. Vous devez toujours donner à l'attaquant la liberté de faire ce qu'il veut, parce qu'un attaquant dans la rue fera ce qu'il veut. Pour se protéger, Pete peut donner des coups de pied, mais pas directement sur le genou, pour des raisons de sécurité évidemment. S'il le frappe juste au-dessus ou juste en dessous, Nicolas simulera une fracture du genou. Quand Pete verra une occasion, si Nicolas tombe ou que quelque chose lui arrive, Pete en profitera pour se lever et s'enfuir. Prêt? En avant. Ça va, parfait. On ne sait pas combien ça va durer. Nicolas a bougé, mais il n'a trouvé aucun endroit pour attaquer. Et quand il s'est approché, Pete a trouvé le moment d'attaquer son genou. Vous pouvez être en train de faire ça pendant 15 ou 20 secondes. Quand vous trouvez le moment de frapper, faites-le. Relevez-vous rapidement et conduisez le combat là où vous voulez. Nous allons maintenant voir un exercice que j'appelle « frapper la tête avec la paume ». C'est comme ça. Nicolas est par terre, dans la position de combat de côté. Et nous avons ici un agresseur qui, dans ce cas, va porter des gants de boxe par sécurité. Et voici ce que nous allons faire. Quand je dirai en avant, Christophe va essayer de frapper Nicolas à la tête. Si Christophe réussit, il perd et sera puni. Nicolas peut bouger comme il veut. Et l'objectif de Nicolas, c'est protéger sa tête. Il porte une protection aux yeux pour ne pas être blessé dans l'exercice. L'exercice peut durer 2 secondes ou 1 minute. On ne sait pas. Prêt? En avant. Ça va, arrêtez. Bien. Nicolas s'est protégé sans problème. Et c'est ce que vous devez faire. Je le répète, si vous pratiquez beaucoup, vous pourrez mieux vous protéger. Il faut laisser votre camarade faire ce qu'il veut. Vous pouvez également le faire avec des multiples attaquants. Comme ça, vous l'apprendrez plus rapidement. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous mettre dans une situation où l'agresseur est sur nous et essaie de nous frapper au visage. Je vais vous montrer comment vous en défaire. J'ai pour ça développé cet exercice qui s'appelle « concept des 4 carrés ». Ce qu'il faut faire, c'est marquer le sol avec une craie ou un ruban adhésif. J'ai tracé avec le ruban une ligne verticale et une autre horizontale. La ligne horizontale, c'est pour centrer mes épaules. La ligne verticale, c'est pour centrer mon corps. Maintenant, vient mon adversaire, Christophe. Évidemment, dans une situation réelle, il se bat avec moi et me frappe. Il s'agit dans tous les cas de quelqu'un qui veut en finir avec moi. Indépendamment de la technique que je fais, que ce soit le soulever avec la hanche ou le saisir pour le renverser, il n'y a que 4 endroits où il peut placer ses mains. 2 endroits en haut et 2 en bas. Supposons que nous sommes en train de nous battre et que je le frappe à l'œil et qu'il tombe. Il appuie sa main sur cette zone, en bas. Nous allons alors faire une saisie. Nous saisissons son bras pour le tenir. Il faut faire attention avec les saisies.
Je vous le montre de ce côté. Si je fais mal la saisie en m'entraînant, je peux lui casser le poignet. Il faut donc pratiquer pour bien l'ajuster, comme maintenant où je tiens son bras. Je tourne alors et je me place dans une position dominante et je suis au-dessus de lui. Ça va? Revenons en arrière. Nous allons voir ce qui se passe s'il met la main dans une zone supérieure. Dès qu'il touche la zone supérieure, vous vous en débarrassez. Nous faisons ce qui s'appelle un balayage. S'il touche une zone basse, nous faisons une saisie. S'il touche une zone haute, nous faisons un balayage. Pour ça, je sors ce bras à l'extérieur et avec mon autre bras, je pousse. Et ça y est, je domine. Nous revenons en arrière. Nous allons voir ce que nous faisons s'il touche la zone haute, mais avec le bras tendu. Ça arrive. Si ça arrive, vous ne pourrez pas faire le balayage. Saisissez alors son bras là où vous pouvez et poussez-le avec l'autre. C'est facile. Nous allons voir un autre exemple. Nous allons voir un autre exemple que nous faisons si nous sommes en train de nous battre et qu'il tombe en touchant les deux angles de la zone haute. J'écarte ces deux bras en même temps. Non, il me tomberait dessus. Si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, vous ferez le balayage vers la gauche ou vers la droite. Vous devez choisir un côté et continuer. Et s'il tombe dans les deux angles en bas, non, ce n'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Et s'il tombe dans les coins opposés, alors vous devez choisir. Vous pouvez faire le balayage en haut ou la saisie en bas. Place-toi de nouveau. Ce que ceci a de bon, c'est qu'il n'y a que 4 possibilités. Il n'y a qu'une paire de combinaisons. Écarte-toi. Merci. Cet exercice des 4 points est une chose que j'ai développée il y a 2 ans. J'ai vu de centaines de combats au sol. J'ai dû me battre au sol pour ma vie. Et je me suis entraîné au jiu-jitsu, à la lutte gréco-romaine et à beaucoup d'autres systèmes de combat au sol. Et un jour, en observant mes élèves lutter, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 4 possibilités pour appuyer les mains. Et j'ai alors pensé que l'on pouvait faire le balayage ou la saisie. Il n'y a aucune autre solution magique. Même les écoles de jiu-jitsu du monde ont commencé à adopter ce concept parce qu'il simplifie les choses. L'un des problèmes avec les arts martiaux traditionnels et les arts martiaux sportifs, c'est qu'on a tendance à croire qu'il y a des centaines de techniques pour tout et que si vous les apprenez toutes, vous deviendrez un maître. Vous devez vous rappeler qu'il y a toujours des dénominateurs communs. Il est facile de se rendre compte qu'il n'y a que 4 points. Il est donc bon de faire cet exercice. Il n'est pas nécessaire de faire la croix par terre, mais c'est bien pour faire une démonstration. Après ça, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que 4 carrés, et ainsi, vous vous débarrasserez de l'attaquant qui est sur vous. Chris se trouve en bas. Il est la victime. Et Nicolas se trouvera au-dessus et sera l'agresseur. Cet exercice vous permet de voir combien il est néfaste de se retrouver dans cette position. Il est 100% offensif et Christophe est 100% défensif. Et ce n'est pas facile. J'ai dit à Nicolas d'y aller fort et il se peut que vous voyez quelque chose de pas beau. Ça vous encouragera à utiliser des protections dans les entraînements. Tu attaques, tu défends. Prêt? En avant. Ça va. Arrêtez. Revenez à la position initiale. Ce que Christophe a fait,
Montre-moi ta position défensive. C'est se protéger la tête. C'est ce que nous appelons un bouclier de bras. Il ne peut pas faire de blocage. Essaie de faire un blocage, c'est impossible. On ne peut pas faire de blocage. Ça fonctionne quand vous êtes debout, mais pas quand vous êtes comme ça. Pourquoi? Parce que cet espace est très petit. S'il envoie beaucoup de coups de poing et beaucoup de coups de pied, il a très peu de place pour manœuvrer. Donc, quand vous dites à cette personne d'attaquer comme elle veut, il commence à envoyer des coups et la personne qui joue le rôle de victime se place comme ça pour se protéger. C'est un instinct humain. Quand il commence à envoyer des coups de poing, fais-le lentement. Christophe commence à bouger. C'est la meilleure chose qu'il peut faire quand il se défend. Nous allons voir un autre exercice. Ils vont tous les deux être offensifs. Et ils vont essayer de frapper. Nous allons voir qui le fera le mieux. Ça y est, prêt? En avant. Ça va, arrêtez. Bien, maintenant, vous allez changer de position. Changez de position. Cette fois, Nicolas est la victime et Christophe est l'agresseur. Ça va être offensif. Offensif. Ils vont pouvoir faire toutes les attaques qu'ils veulent. En avant. Okay, ceasefire, stop. Très bien, arrêtez. Placez-vous de nouveau. Okay, yep, there you go. Now, get ready, position. Now, Nous allons voir le problème. Il frappe vers le haut et il a la gravité en contre. Tandis que lui, qui frappe vers le bas, il a la gravité en sa faveur. Quand il frappe, il n'a pas d'élan. Son bras n'a pas de force vers l'avant. Va-t-il se déplacer vers l'avant? Non. Il n'a donc pas d'élan vers l'avant. Quand il se défend, maintenant frappe-le. Lui, il a de l'élan vers l'avant. Il peut accompagner le coup avec son corps. Ça lui donne plus de puissance. OK? Maintenant, frappe en tournant la tête. Bien. Ce mouvement de torsion de son corps, avec ça, nous parvenons à transformer l'énergie circulaire en énergie linéaire. Cela rendra les coups plus forts. Nous allons voir ça. En avant. Arrêtez. Nicolas l'a mieux fait. Il a frappé plus fort parce qu'il a utilisé le mouvement circulaire. Il a utilisé la torsion. Mais bien qu'il se soit amélioré, celui qui est au-dessus continue d'avoir l'avantage. Il faut s'en souvenir. Maintenant, je me suis placé dans cette position. Et il a mis des gants et une protection oculaire. Je vais vous raconter ce que la majorité de mes élèves font avant de s'entraîner avec moi. Je leur dis d'attaquer fort, sans se faire mal, mais avec contact. Je dis à l'agresseur d'attaquer et je dis à la victime d'attaquer. Et l'agresseur, naturellement, commence à envoyer des coups au visage de sa victime. Et la victime se défend également avec des coups au visage de l'agresseur. C'est très typique, mais ça peut vous coûter la vie dans une vraie bagarre. Nous allons le faire rapidement, mais avec un contact léger, et je vous montrerai ce qu'on fait. Prêt? En avant. Arrête. Qu'est-ce que j'ai fait?
La première chose, ce n'est pas suivre son jeu. Ceci, c'est ce qu'on appelle la force d'impact ou la force raisonnable. Mais que se passe-t-il s'il me frappe et que ma tête cogne contre le sol? Quand il me frappe, il se produit ce qu'on appelle un impact primaire. Et quand ma tête cogne le sol, on appelle ça un impact secondaire. Lequel des deux vous préférez? Moi, personnellement, je préférerais n'en souffrir aucun. Mais disons que je suis resté ici à me battre et qu'il me frappe. Quelle quantité d'énergie absorbe ma tête? Vous le savez, 100%. Je considère ceci comme une force létale. Le coup de ma tête contre le sol pourrait me tuer ou provoquer une blessure grave. Il s'agit donc de force létale. Donc, pour le bloquer, ce que je fais, c'est essayer qu'il soit tout près pour ensuite l'attaquer aux yeux. Il s'agit de force létale. Je dois l'attaquer aux yeux ou l'attaquer à la gorge. Je ne peux pas faire comme dans les arts martiaux traditionnels ou comme dans les arts martiaux sportifs et échanger des coups dans cette situation. Maintenant, Pete sera la victime et Christophe l'agresseur. Nous allons voir ce que je vous ai montré. Christophe va le frapper et Pete va se rendre compte qu'il s'agit d'une situation de force létale et qu'il ne peut pas suivre son jeu, parce qu'il pourrait se retrouver avec la tête écrasée par terre comme un œuf. Il doit utiliser la force létale. Et quand il le fait, la chose change. Après le combat, je vais les séparer et je vais leur poser des questions, comme si j'étais un agent de police. Et je suis agent de police depuis plus de 20 ans. Parce que souvent, il ne s'agit pas seulement de survivre au combat, mais de résoudre les problèmes légaux qui peuvent surgir. Prêt? En avant. Très bien, ça va. Tu peux t'enfuir. Christophe, on a fini avec toi. Tu te mets ici et je suis l'officier de police. Monsieur, je viens de voir que cet homme a perdu les yeux dans le combat. Pourquoi l'avez-vous attaqué aux yeux? Il m'a attaqué, m'a jeté par terre et était en train de me frapper à la tête. Vous l'avez griffé aux yeux. Saviez-vous que vous pouviez le blesser grièvement? Oui, je le savais, mais il m'a attaqué le premier. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Mon instructeur m'expliqua que je devais me défendre comme ça. Il était armé? Non, mais il m'a attaqué. Monsieur, s'il vous plaît, mettez les mains dans le dos et séparez les jambes. Et il va en prison. Merci beaucoup. C'est typique. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux dans les prisons du monde, parce qu'ils n'ont pas su comment parler à la police. En réalité, dans une situation comme celle-ci, où on vous attaque sans armes, mais en utilisant la force létale, de nombreux officiers de police ne se rendent pas compte que c'est un cas de force létale. Ils ne vont pas vous aider. Vous devez être très éloquent. Vous devez savoir expliquer très bien les choses quand vous parlez avec la police. Vous devez savoir expliquer ce que nous appelons la totalité des circonstances. Par exemple, ce monsieur était au-dessus de moi. Il avait la gravité en sa faveur. Je me battais contre la gravité. Il avait de l'élan et m'atteignait à tous les coups. Je n'avais pas l'élan et je n'avais pas d'issue. Alors que lui, il avait de la place pour esquiver mes coups. Chaque fois qu'il me frappait, ma tête cognait le sol. Je crois que c'est arrivé 2 ou 3 fois, où il m'écrasait la tête par terre et j'absorbais tout l'impact. J'ai craint pour ma vie. Je croyais que j'allais mourir ou souffrir un accident cérébral permanent. Et je n'avais aucune autre possibilité que de faire ça. Je voulais juste me débarrasser de ce type au-dessus de moi. Je l'ai attrapé le mieux possible. Je devais l'ôter de là d'une manière ou d'une autre, parce que je croyais que je n'en avais plus pour longtemps. J'étais complètement étourdi, complètement assommé. Une fois que vous avez expliqué ce qui s'est passé à la police, l'agent pensera probablement, et c'est vrai, si j'étais dans la même situation, j'aurais probablement fait la même chose. L'idée, c'est que nous n'avons pas l'intention de blesser la personne. Si la police vous demande « Avez-vous essayé de le blesser ?»
Non, je n'avais l'intention de blesser personne. Je voulais seulement l'arrêter. Je regrette qu'il soit blessé. Mais la seule chose que je voulais faire, c'était repousser l'agression de ce type. Si vous expliquez comme ça à un officier de police, le plus probable, c'est qu'il s'agisse d'un officier raisonnable et qu'il dise « Oui, l'agresseur a utilisé une force létale. » Je ne dis pas que ça arrivera à chaque fois, mais dans la majorité. De même, si un adolescent bourré vous attaque dans une soirée, vous n'allez pas utiliser une force létale contre cet adolescent, sauf s'il est armé. Vous ne pouvez donc pas toujours utiliser la force létale. Mais s'il s'agit d'une bagarre d'un adulte contre un adulte, contre quelqu'un qui veut vous blesser ou qui est drogué, il vaut mieux utiliser la force létale. Il a l'avantage et pas vous. Quand vous pratiquez cette technique, pensez à toutes les circonstances dont je vous ai parlé, mais pourvu que vous n'ayez jamais à vous retrouver dans cette situation. Bonjour, je suis Pete Lee. Je suis l'instructeur du système de protection personnelle Reality Based au Royaume-Uni. Et je vais dire quelque chose à propos de ce que Jim a commenté. Je suis officier de police depuis 10 ans. Un jour, nous étions 2 agents de police face à 2 individus suspects d'un vol de voiture. Nous avons dû lutter contre ces 2 sujets. Et, je ne me souviens plus comment, je me suis retrouvé au sol avec le suspect sur moi, tandis que mon camarade et l'autre suspect se battaient de l'autre côté. Celui qui était sur moi mit son doigt dans ma bouche et tira vers l'extérieur. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'en débarrasser. J'ai alors mis mes doigts dans ses yeux. J'ai dû répondre de cela devant le juge. Mais le juge a compris que c'était une situation où ma vie était en jeu. Cette fois, Nicolas est par terre et Pete se trouve sur lui à essayer de l'étrangler. Il y a de nombreuses techniques dans les arts martiaux pour se libérer de cette situation. Mais la première chose que vous devez faire, avant de frapper ou d'essayer quoi que ce soit contre quelqu'un qui vous étrangle, c'est ouvrir vos voies respiratoires. S'il parvient à rompre votre larynx ou à déboîter l'œsophage, vous êtes mort. Vous mourrez en moins de 2 secondes. Vous devez donc ouvrir une voie immédiatement. Dans mon système de défense personnelle Reality Based, nous avons ce que nous appelons l'ABC des étranglements. Parfois, on ne peut pas tout traduire d'une langue à l'autre, mais c'est une règle universelle. Ça doit être le premier pas. Ouvrir une voie pour que l'air puisse passer. Il faut que l'air arrive aux poumons avant quoi que ce soit d'autre. La règle numéro 2, c'est que vous devez écarter ses mains de votre cou. La 3e règle, c'est qu'il faut contre-attaquer, ou au lieu de contre-attaquer, s'enfuir. Nous allons voir ça avec une vitesse et une force normale, pour voir comment Nicolas en réchappe. Prêt? En avant. That's it. Perfect. C'est parfait. Revenez à la position. Nous allons le voir lentement. Il a commencé par tourner son corps. Ça va, arrête. Avec ça, il est parvenu à tenir les bras de Pete et en plus, à faire en sorte que celui-ci relâche son étreinte. Ses doigts commencent à se desserrer. Nicolas continue de tourner et Pete perd l'équilibre. C'était le premier exemple. Nous allons en voir un deuxième. Une chose, si vous voyez que vous ne pouvez pas faire ce mouvement, ne l'utilisez pas. Nicolas est un homme fort, un combattant expert. Mais que se passe-t-il s'il s'agit d'une petite femme qui se trouve en dessous de Pete ou s'il s'agit d'un adolescent? Nous allons le modifier pour que ça fonctionne, même si vous êtes petit. Nous allons voir quelque chose de différent, avec le même principe, mais un peu différent. Prêt? En avant. Ça va, parfait. Nous allons voir ce qui est différent. Quand Pete a commencé à l'étrangler, Nicolas a placé ses bras comme ça, et quand il a tourné, le mouvement est alors devenu plus facile grâce à la torsion. En avant. À la fin, Pete a perdu l'équilibre. C'est l'objectif de cette technique. La technique suivante s'appelle pression dans le dos.
Maintenant, Christophe est la victime. Et bien sûr, il a son agresseur dans le dos. Ce n'est pas une bonne situation. C'est l'une des pires. Chris, tu vas nous montrer une manière de sortir de cette situation. Bien sûr, Pete essaiera d'écraser son visage par terre et Chris essaiera de l'éviter. En avant. Ça va. Revenez à la position. Chris souhaite se relever. Évidemment, la difficulté, c'est que vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous avez quelqu'un sur vous qui veut vous frapper à la tête ou qui veut vous écraser la tête par terre. Vous ne pouvez pas résister longtemps dans cette situation. Ainsi, quand il essaie de se lever, l'instinct de l'agresseur, c'est de le pousser vers le bas. Nous allons voir maintenant comment on fait ça correctement. Vous devez vous libérer. Prêt? En avant. Ça va, très bien. Revenez à la position. Nous allons maintenant le voir pas à pas. Pete essaie d'écraser la tête de Christophe contre le sol. Chris s'appuie sur l'un de ses bras et crée une ouverture. Avant que Pete ne puisse continuer de le frapper, Christophe glisse son autre bras dans l'ouverture. Pensez à un bateau qui passe sous un pont. C'est l'idée. Il faut faire ça le plus vite possible. Quand vous le faites très vite, vous parvenez à vous retourner immédiatement. Et vous parvenez à faire perdre l'équilibre à votre adversaire. Nous allons le revoir. Et ils vont faire comme si c'était une attaque réelle. Prêt? En avant. C'est très bien. Nous allons maintenant voir l'une des pires situations que vous pouvez rencontrer quand vous vous battez au sol. Chris se trouve par terre sur le ventre et Pete est sur lui, en train de l'étrangler. On ne peut résister longtemps dans cette situation, car on peut faire beaucoup de mal avec très peu de pression. C'est un étranglement très professionnel, de style militaire. Nous allons voir comment les gens essaient généralement de sortir de cette situation. Et ensuite, nous verrons la manière correcte de le faire. En avant. Très bien. Arrêtez, revenez à la position. La manière correcte de faire, c'est ce que nous allons faire maintenant. Les gens essaient de faire des folies dans cette situation. Ils essaient de se retourner ou de donner des coups, des choses qu'on ne peut pas faire dans cette situation. La première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir une voie respiratoire. Une fois que vous pouvez respirer, vous pouvez faire tout le reste. En avant. Très bien. C'est comme ça qu'on fait. Nous allons le voir pas à pas. Nous allons voir la dynamique de l'exercice pas à pas. La première chose à faire, c'est chercher une voie respiratoire. Chris ouvre la voie respiratoire. Ça va, arrête. Ce que fait Chris, c'est tirer le bras de l'agresseur vers le bas et abaisser son menton. Il évite ainsi que le bras de l'agresseur ne soit sur sa gorge. Ensuite, il y a une grande partie du bras et une petite partie du bras. Mais ce que vous devez faire, c'est vous déplacer en direction du bras qui vous tient. Il tourne alors. Arrête. On a ici l'erreur que commettent les gens et qui est de continuer de lutter ici. C'est alors que l'agresseur en profite pour continuer avec l'étranglement. Ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers l'agresseur dès qu'on touche le sol. Maintenant, l'agresseur supporte tout le poids sur son bras. Et si vous êtes rapide, vous vous libérerez facilement. Pour ça, vous n'avez qu'à pousser en attrapant les yeux de l'agresseur et vous en... Très bien.
D'où proviennent toutes ces techniques? Ces deux dernières techniques que je vous ai montrées, c'est moi qui les ai créées. Mais je ne peux pas m'attribuer tout le mérite. Un agent de la DEA, l'agence antidrogue américaine, qui s'appelle Jeff, je ne peux donner son nom de famille, pour des raisons de sécurité, car il est toujours agent du gouvernement. Dans les années 90, alors que je commençais ma carrière comme instructeur pour la police et l'armée, en fait, j'ai commencé ma carrière en 1991, un jour, après avoir entraîné des gens en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, quelqu'un nous commenta qu'il y avait une situation qui n'avait pas de solution, quand on vous saisissait par le cou et qu'on vous étranglait en se plaçant derrière vous. Il disait que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était se rendre et mourir. Mais nous ne voulions pas nous contenter de ça, et nous pensions qu'il devait y avoir quelque chose qu'on pouvait faire. Nous sommes donc allés dans une école d'arts martiaux à la recherche d'une technique pour le résoudre. Tout ce que vous devez faire, c'est pratiquer. Allez lentement, pas à pas, pour finalement laisser votre camarade vous saisir puissamment. Mais il faut le faire en toute sécurité et ne jamais le faire de toutes ses forces, car il n'est pas difficile de rompre le cou de quelqu'un de cette manière. Il faut s'entraîner avec réalisme, mais nous ne voulons pas qu'il y ait des vraies blessures. Et bien sûr, nous ne voulons pas que quelqu'un meure au cours de l'entraînement. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est une technique de secours d'une victime. Si vous avez eu l'occasion de venir à un de mes cours de contrôle de défense de niveau 2, vous aurez appris de nombreuses techniques pour secourir une victime. Nous avons toujours tendance à penser que tout ira bien et que personne ne sera blessé. Vous pouvez être blessé ou quelqu'un qui est avec vous, et vous devez savoir le sortir de la zone hostile. Supposons que Christophe se trouve par terre. Il peut avoir été poignardé, mis KO, avoir reçu une balle, peu importe la raison. Et ici se trouve Pete qui va le secourir. Je veux que vous imaginiez qu'il ne peut pas se redresser plus haut que là, où se trouve ma main. Il se peut qu'il y ait des ennemis tout près et qu'il y ait des échanges de coups de feu. Et s'il se redresse plus que ça, on peut l'atteindre. Tandis que s'il reste accroupi, on ne l'atteindra pas. Ou bien, vous pouvez imaginer ceci. Il y a un incendie et le nuage toxique descend. Et vous devez sortir le blessé avant que le nuage ne touche le sol et ne vous intoxique tous les deux. Pete va agir comme quelqu'un qui n'a jamais reçu ce type d'entraînement. Et ce qu'il va faire, c'est arriver jusqu'à Chris et le tirer à 15 mètres de la zone de danger. Il n'est pas facile de faire ça quand la victime est par terre et que vous êtes également par terre. Nous allons voir comment Pete résout cette situation. Ça va. Merci, Pete. Tu peux t'en aller. Ça va. C'est ça le problème. Le moment d'apprendre ça, ce n'est pas quand l'action se présente. Vous devez savoir le faire avant. Quand j'entraînais des troupes à l'armée, nous avions ce qu'on appelle les secours médicaux. Quand j'entraînais les équipes de SWAT, j'ai entraîné des équipes de SWAT jusqu'à la fin des années 90, nous appelions ces pratiques « secours aux officiers tombés ». Ce qu'il faut donc faire, c'est s'approcher de l'homme qui est tombé. Voir d'abord s'il est vivant. Il faut s'en assurer. Si c'est le cas, le plus facile, c'est de le saisir par la ceinture, par une zone sûre. Cette technique est utilisée par de nombreux pompiers dans le monde entier. Vous vous placez pour commencer à vous déplacer et vous tirez. Vous tirez, vous tirez, jusqu'à sortir de la zone dangereuse. Nous allons voir la technique suivante. Personne qui va secourir. Et je vais faire comme si j'étais dans une situation hostile. Si je lève la tête, je recevrai un coup de feu ou je m'intoxiquerai avec la fumée. Ce que ceci a de bien, c'est que même les personnes de petite taille peuvent le faire. J'ai déjà fait cet exercice avec une petite femme et elle est parfaitement parvenue à sortir de la zone dangereuse un homme beaucoup plus grand. Ce n'est pas que ce soit facile, mais on peut le faire relativement bien. Je dois d'abord ramper jusqu'à lui, voir d'abord s'il est vivant, et m'appuyer sur mes épaules.
Ça va, bien. C'est ainsi que se terminent les techniques au sol. Bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans mon système. Et vous pouvez en apprendre beaucoup plus si vous allez à mon cours de survie au sol. Et j'ai bien sûr d'autres DVD. Principalement, si vous voulez en savoir plus, allez visiter la web jimwagnerrealitybased.com. Vous y trouverez toute l'information nécessaire. Merci beaucoup et soyez une cible difficile.